Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière course du week-end en Ferdinand Cup. Je suis avec toi Gaëtan, on se retrouve, on s'est vécu une course de 50 minutes ce matin en Ferdinand Cup. Ce soir, on a 10 minutes de rab en plus, c'est 1 heure et surtout c'est de nuit. Alors 1 heure de nuit, autant te dire qu'on va se faire plaisir. Voilà les belles images qui vont nous être concoctées par les équipes de l'ENI. Franchement, on va pouvoir suivre ça de près. Voilà, ça se place un petit peu sur la piste. Regardez-moi ça, c'est somptueux. On a quand même, toi et moi, on le sent, un soupçon de jalousie. On aimerait quand même être derrière le volant pour pouvoir nous aussi savourer cette magnifique victoire. Ligne droite. J'étais d'ailleurs toujours sur mes anciennes courses, mais là, franchement, quel plaisir de voir ça. Ça doit être absolument grisant à vivre de l'intérieur. Des Porsche classiques de nuit, une ambiance sympathique, une ambiance familiale. C'est les maîtres mots de la Ferdinand Cup. Mais avant qu'on parle de la Ferdinand Cup, on va s'intéresser à ce qui se passe, que vous voyez en piste. Il est les pilotes qui arrivent dans la courbe du Gare-Laban, qui vont entamer bientôt le virage du lac avant celui du pont pour s'élancer. Et c'est le moment de donner la grille de départ. Et on a en pole position Gillian Garrett, le vainqueur de ce matin. Impressionnant ce matin, on a hâte de le suivre, voir ce qu'il est capable de faire ce soir. À ses côtés sur la première ligne, ce sera Cédric Torres et Christophe Ferré sera troisième. C'est tout simplement le podium de ce matin. Et en FC2, 4e au général, Stéphane Erhardt, c'est le poleman de cette catégorie FC2. Suivent sur la 3e ligne Didier Kless et Michel Carvalero, Daniel Ardouin, Christophe Deculto. Et enfin le top 10 est complété par Franck Ardonnière et Benjamin Mousson. Et bah écoute Gaëtan, je crois qu'on y est, ça va partir. Ça va rouler, hein. Et puis là, ça va rouler fort. Voilà, on va attendre le départ dans quelques secondes. L'extinction des feux qui va être fait. Voilà, green flag, ça part pour cette Ferdinand Cup. Il va falloir être très très attentif. C'est compliqué de bien voir ce qui se passe derrière. C'est compliqué de bien voir ce qui se passe devant pour les pilotes. Concentration. 1 heure de roulage intensif de nuit avec la température, on le voit un petit peu au loin, 15,9, mais je pense que ça va fondre comme neige au soleil. Une piste qui va forcément changer tout au long de cette heure, cette nuit, voilà ce début de nuit pour la Ferdinand Cup. Et Gillian Garrett qui s'est fait pressé par Cédric Torres dès le premier virage, dès les S de la Verrerie. Cédric Torres qui tente de doubler Gillian Garrett avant qu'il s'échappe parce qu'il sait qu'en rythme de course il est largement au-dessus, le vainqueur de ce matin. Mais Cédric Torres qui a peut-être manqué son unique chance. On verra la course, tout le dira. En tout cas, Gillian Garrett a conservé les bénéfices de sa pole position. Après, voilà, c'est deux choses. Rouler de nuit, 2 jours, c'est 2 choses. On a un classique départ sous enquête. Ça, c'est normal. On vérifie toujours pour les commissaires a posteriori grâce aux images si tout est OK. Donc ça permet un petit peu justement de contrôler tout ça. Là, on voit déjà que ça s'allonge sur cette grande ligne droite du Mistral avec cette chicane nord qui va venir voir poindre un petit peu sur les intérieurs. On commence déjà un petit peu à essayer de se faire un petit peu de place pour prendre l'élan et peut-être se mettre en peu de posture pour cette heure qui s'annonce. Il y a 1 heure, c'est long, c'est de l'endurance, mais les places qu'on gagne, on n'a plus à les gagner par la suite. Donc c'est important pour les pilotes qui sont là de prendre ce qu'ils peuvent prendre dès les premiers instants de la course. Et on a vu plusieurs pilotes s'attaquer dans la chicane nord. On en voit aussi se décaler à l'approche de la courbe de signe. Mais devant, c'est toujours Gillian Garrett, Cédric Torres, Christophe Ferré, le top 3 qui est inchangé actuellement. Et en FC2, Stéphane Erhardt qui continue d'être 4e et qui résiste bien à Didier Kless. On a un drapeau jaune au virage 9. On va voir ce qui s'est passé peut-être. En tout cas, drapeau jaune au virage 9, non, c'est bon. C'était juste sûrement quelqu'un qui a tiré large parce que le drapeau vert est de sortie. Ouh là, ça vient de se toucher là. Ça s'est touché, c'est Christophe Ferré avec Stéphane Erhardt, la 666 qui part en tête à queue et celui qui en profite c'est Didier Kless. Il était 5e et il vient de passer virtuellement sur le podium, ça s'est touché. On ne voit pas Christophe Ferré s'il est à l'arrêt. Est-ce qu'il va pouvoir, ça repart. Mais voilà, ce qu'on vient de dire, il y a des places à gagner, mais ça dure 1 heure, donc il ne faut pas trop en donner. Là, Stéphane Erhardt, Christophe Ferré, ils sont touchés. On va regarder. Alors j'espère normalement qu'il n'y a pas trop de casse mécanique. En tout cas, heureusement, on se retrouve avec un moteur à l'arrière. En tout
tout cas, on ne prend pas trop pour la main pour ça, pour les Porsche. C'est un petit peu un classique. Mais là, clairement, ça descend fort. Et puis, on revoit cette image. Ferré, décidément. Ah, c'est Stéphane Erhardt qui a tenté de faire l'intérieur à Christophe Ferré dans le virage de Bandor. Mais Christophe Ferré qui ne l'a pas vu sûrement. Ou peut-être que Stéphane Erhardt était un petit peu ambitieux. C'est très dur de se voir. C'est très dur de se voir. Encore plus de nuit. Avec l'aveuglement des phares, tout ça, on a du mal à juger la distance du pilote qui est derrière nous. Donc c'est compliqué. Le fait est que Stéphane Erhardt, lui, a pu continuer sa course en 3e position. Oui, forcément, enquête, ça vient de tomber, Alexandre. Hein, bien sûr. Et Christophe Ferré, lui, qui est reparti en fond de peloton. Il est actuellement 25e. Et c'est une course qui s'annonce bien plus difficile qu'elle ne l'était pour cet équipage de la numéro 666. Et oui, Claes Didier du coup qui est venu attraper un petit peu l'aile. Bon voilà, c'est un petit peu ce qui se passe de nuit, c'est aussi l'exigence. C'est cette exigence-là qu'il faut avoir de nuit. Il va falloir être vigilant. Heureusement, on est parti sur 1 heure. Maintenant, les machines vont quand même être sacrément éprouvées. On en parlait de cette visibilité. La vraie difficulté, surtout quand on est de nuit, on a vu très vite tendance à tunneliser. C'est-à-dire que la nuit, instinctivement, rend, en tout cas, on a un stress un petit peu plus important à cause de la nuit. Donc on va tendance à avoir tendance à être un peu stressé, pas dans le terme stressé dans le mauvais terme, mais voilà, on va être plus attentif parce que c'est un moment un petit peu compliqué. Et là, on peut très vite se mettre à tunneliser, s'auto-convaincre qu'il n'y a pas de contact, ou en tout cas que ça va passer, qu'on s'est en tout cas fait voir. Et ça, c'est terrible, réussir un petit peu à sortir de sa torpeur, c'est très compliqué. Et là, forcément, c'est ce que ça amène, quelques erreurs, heureusement, sans gravité. Pendant qu'on voit en tout cas quelques beaux retours de flamme. L'avantage, c'est qu'on les voit bien de nuit. Exactement. Puis il y aura quelque chose d'autre à gérer en cette course de nuit. C'est pour les leaders qui vont rattraper les retardataires au fur et à mesure de la course. Gillian Garret en a doublé plusieurs ce matin. Et donc il va falloir gérer ces nouveaux dépassements sur des pilotes retardataires. Et on a une pénalité pour la voiture de Didier Claes. C'est un drive-through. Donc un drive-through, c'est un passage par la voie des stands sans arrêt ou avec arrêt, mais en tout cas c'est un passage obligatoire pour le pilote de la numéro 55 pour avoir causé ce contact avec Christophe Ferré, et il va devoir le faire dans les tours à venir. Oui, normalement, il y a un certain nombre de tours qui est défini pour pouvoir le faire. Je ne sais plus si c'est dans les 5 tours, je ne voudrais pas m'avancer. Je n'ai pas cette information là, Alexandre, mais en tout cas l'information que je peux vous donner, c'est qu'on est sur une ligne des stands qui va au mieux du mieux si on tient les 60 km/h tout pile, ce qui est absolument improbable avec un véhicule de cette année là. Il va falloir être un petit peu en dessous parce que c'est pas très précis les compteurs. Donc normalement c'est 33 secondes au mieux du mieux, donc je pense qu'on va être sur un ressenti dans les 40 secondes facilement pour le numéro 55 pour Didier Claes. Et on vient de voir une très belle attaque de Benjamin Moncion au virage du camp à l'intérieur sur Michel Carvalero. Une très jolie attaque du pilote de la numéro 36 à bord de sa Porsche 968 CS qui du coup rentre dans le top 5 et qui est virtuellement 2e de la catégorie FC2. Ouais, ça remonte tout doucement, voilà, on place un petit peu ses billes. Maintenant, course d'endurance, normalement on va avoir aussi une fenêtre d'arrêt obligatoire avec un temps limite qui est de combien, Alexandre? De 2 minutes. Interdit de rentrer dans la voie des stands et de ressortir sans les 2 minutes. C'est 2 minutes, arrêt compris, bien sûr, chaque acteur évidemment. Mais il faut jouer avec cette limite sans rapprocher ces 2 minutes, ne pas la dépasser parce que on l'a vu ce matin, il ne faut pas dépasser les 2 minutes, mais il ne faut aussi pas dépasser la limite d'arrêt au stand. C'est Daniel Ardouin qui ce matin, à cause d'un drapeau jaune, s'est fait piéger et est ressorti et rentré dans la voie des stands quelques secondes après que celle-ci était virtuellement fermée. Donc c'est des paramètres à prendre en compte et les aléas de la course peuvent varier et en piéger certains. Surtout que là en plus on va avoir des changements de pilote pour certaines autos, pas toutes. Il y en a qui ont fait le jeu de tirer ces 1 heure jusqu'au bout. Ça va tirer un petit peu sur le bras, sur le mental. Surtout là en fin de journée, puisqu'ils y sont depuis quand même assez tôt ce matin, en tout cas sur le pont pour les Porsche.
Donc on aura quelques changements, on va surveiller ça de très près, Alexandre. Et puis pour l'instant ça roule, ça roule pas trop mal sur la piste, forcément ça reste un petit peu sage, même si là on a un contre-exemple avec, on prend un petit peu le large pour le numéro 76 avec Cavaillot Michel qui en tout cas reprend de l'aisance sur ce dernier virage. Et il vient de doubler Didier Kless qui a peut-être eu un souci après son contact, puisqu'il vient de perdre une position, et surtout il a un rythme qui est moyen, puisque surtout il prend par exemple sur Benjamin Moussion qui vient de le dépasser presque 2 secondes, plus de 2 secondes. Donc peut-être que Didier Kless, le contact qu'il a eu en tout début de course avec Christophe Ferré, ça a laissé des traces sur sa voiture, et il va devoir faire un drive-thru en plus de ça, donc c'est la double peine pour le pilote de cette catégorie FC1. Ouais, alors il y a des traces sur la voiture certes, mais ça laisse aussi des traces dans le mental. Et quand on sait qu'on vient de toucher un collègue, parce que ça reste quand même si c'est une compétition à l'honneur de Ferdinand Porsche, oui, on voit justement ce beau dépassement à l'intérieur. Et qui permet à Benjamin Moussion de prendre la tête de la catégorie FC2 sur Stéphane Erhardt. Benjamin Moussion, j'ai l'impression qu'il aime bien les courses de nuit. Il avait fini ce matin loin du podium. Et cet après-midi, il est bien décidé, cette soirée plutôt, il est bien décidé à aller chercher bien mieux. Et actuellement, il est en tête de cette catégorie FC2. Et c'est peut-être lui qui est à suivre, du moins en début de course, il fait le spectacle. Oh, ça défend justement Moussion qui est venu un petit peu fermer la porte à l'entrée de freinage. On s'est pas trop bien fait comprendre, et puis Stéphane Erhardt était pas trop sûr de venir chercher justement au freinage, il s'est ravisé. Et puis là quand même, voilà, bel intérieur, la porte était plus qu'ouverte. Là je peux vous dire qu'on a fait rentrer absolument tout le monde dans la maison. C'est comme ça, petite erreur, et puis après derrière des conforts un petit peu avec la mécanique, surtout en plus avec des Porsche qui ont des trains avant qui sont très légers. Dès qu'on prend un petit peu de sous-virage pour revenir accrocher la trajectoire idéale, c'est vraiment pas évident. Là on le voit bien, on prend le temps justement de prendre les extérieurs pour se donner vraiment de l'air, de la respiration sur ce virage de Bossé. Oui, le double droit du Bossé, un virage très très compliqué, peu importe la voiture qu'on a entre les mains. Et il y a beaucoup de trajectoires, il faut savoir laquelle est la meilleure, ça change en fonction des pneus qu'on a, du nombre de litres d'essence qu'on a dans le réservoir, de la catégorie qu'on a évidemment. Mais en tout cas, pour le moment, c'est Benjamin Moussion qui fait le show, et il y en a un qui est reparti comme ce matin, c'est Gillian Garet. Il nous a fait une Gillian Garet, meilleur tour en 2:31,052. Il roule déjà à 3 secondes de son meilleur temps de la première course. Il est en 2:28 et des poussières, je ne vais pas m'avancer sur les centièmes, mais il était en 2:28 ce matin. Il était même en 2:27,764 et il roule 4 secondes plus vite moins vite que ce matin, mais il roule surtout 3 secondes plus vite que tout le monde en piste actuellement. Et il est parti pour nous refaire la même histoire que ce matin. On s'échappe, on enchaîne les bons tours, on réalise un bon arrêt et on va chercher meilleur tour sur meilleur tour. Et en parlant de meilleur tour, c'est meilleur secteur, 41,193 pour Gillian Garet, qui est parti sur de bonnes bases. Et on vient de passer les 10 premières minutes de course, 10 premières minutes plutôt animées. Plutôt animé, ça reste en tout cas studieux pour les pilotes de cette Ferdinand Porsche. On s'applique pour justement Stéphane Erhardt pour pas trop descendre et venir chercher devant lui. C'est Didier Kless. Est-ce qu'il a effectué son drive-thru, Didier Kless? On essaiera de suivre ça. Je suis un petit peu les informations, en tout cas. Je ne pense qu'il l'a pas fait. Je ne l'ai pas. Normalement, c'est affiché en bas normalement sur notre bel écran. Grâce à It's Live. Donc on arrive normalement à avoir ça, ce genre d'informations. Ça court encore. Puis il serait redescendu dans le classement s'il l'avait fait. Il est 4e. On sait que c'est très pénalisant, on en a parlé tout à l'heure. Donc à mon avis, il ne l'a pas fait. Mais en tout cas, il vient de doubler par contre Stéphane Erhardt. Ouais, donc écoute, on va continuer. Peut-être qu'il essaie de créer un petit peu d'avance, mais là, à l'heure actuelle, si maintenant il devait faire son drive-thru, on devrait redescendre quasiment à la 12e, 13e place si on arrive à faire un bon drive-thru. Même si c'est un peu bizarre de dire comme ça les choses, mais c'est le cas. En tout cas, on voit ici le petit drapeau bleu, blanc, rouge sous la lame avant, et puis là, toujours pareil devant. Avec du confort, de la régularité, numéro 30,
toujours, qui vole sur cette piste, Julien Garé. Et qui va rattraper l'un des premiers retardataires, peut-être le premier. Déjà. Mais oui, déjà, ça va très très vite pour Julien Garé. Et on va arriver du coup dans cette phase dont on parlait il y a quelques minutes, de gérer ces retardataires. C'est déjà difficile de le faire de jour quand il y a beaucoup de trafic. Il va falloir le faire de nuit, gérer les distances, ne pas prendre trop de risques et surtout... se faire voir, hein, c'est surtout, il faut vraiment avoir, il faut vraiment se présenter. Petite spécificité aussi en plus quand on va rouler de nuit, ce qui est assez dur si jamais ça peut-être t'arrivera, je te souhaite de faire une course nocturne, c'est qu'en fait on a vraiment une saturation d'informations. L'œil humain est vraiment attiré naturellement par la lumière. Vous pouvez le voir tous les jours, mesdames et messieurs, quand vous conduisez. C'est très vite fait de se faire éblouir par un véhicule qui arrive en face. Ça marche aussi avec les rétroviseurs. On a tendance un petit peu trop à chercher instinctivement la lumière avec l'œil. Et là, sur une piste ici qui est éclairée sporadiquement, eh bien, on peut tout de suite se retrouver en fait à se désaxer par rapport à ces trajectoires en ayant vraiment le regard qui va se porter sur le halo de lumière au sol, alors qu'en fait notre point de corde et notre point de passage est un petit peu décalé en amont ou en aval. Donc ça demande encore un petit peu plus d'énergie. La fatigue va surtout venir de ce point de vue là pour les pilotes, de réussir à garder de la lecture. Là, avec les belles images qui nous sont proposées, on pourrait croire que c'est très lumineux, mais n'oubliez pas que les caméras ont quand même une photosensibilité un petit peu plus élevée que l'œil humain. C'est un petit peu plus sombre au réel, et là voilà, il faut se trouver, il faut trouver où est-ce qu'on est. Et là, les bandes blanches ne sont pas réfléchissantes, contrairement à la route de tous les jours. Donc on voit pas grand-chose quand on est dans les zones un petit peu nocturnes, surtout quand on va passer voilà, la ligne droite avec certains endroits plus ou moins éclairés, surtout le premier virage avec eh bien, le S de la VRI qui sont pas très lumineux. Non, et on voyait à l'image Christophe Ferré qui continue sa remontée. Il était reparti en queue de peloton, il est actuellement 16e et il va tenter de remonter le plus possible pour prendre le plus de points possible, évidemment, en vue du championnat. Christophe Ferré qui, si vous n'étiez pas avec nous à 20 h, et c'est bien dommage parce que vous avez raté un début de course très sympathique, a été touché par Didier Clesse dès les premiers tours. Oui. Mais il est reparti, c'est l'essentiel, et surtout reparti de l'avant puisqu'il remonte tour après tour, position après position. Il est actuellement 16e. Et puis on a la bataille avec le numéro 76, Cavaliero Michel et De Culto Christophe qui sont tenus un petit peu dans les mêmes élans sur le secteur numéro 2. On l'a vu s'afficher, s'allumer presque en même temps pour le transpondeur, ce qui laisse un petit peu trahir bien de la proximité. Tout à l'heure on avait cette 500e qui les écartait, ces deux pilotes. Et bien là peut-être que si on est venu un petit peu faire fondre tout ça gentiment. En tout cas il va falloir de la régularité pour cette catégorie FC2 qui arrive mine de rien à monter bien plus haut que tout à l'heure. Oui, et puis c'est surtout une bataille très importante pour les deux pilotes car c'est un podium qui est en jeu puisque Michel Carvalero est actuellement 3e de cette catégorie FC2 et Christophe De Culto se verrait bien lui ravir cette position. Il y a une catégorie dont on n'a pas encore parlé, Gaëtan, c'est la FC3, FC4, alors qu'à l'image Didier Clesse qui fait son drive-thru, il l'effectue, ce sera fait entre guillemets, et maintenant il va pouvoir repartir de l'avant. On va voir où il va ressortir, puis on parlera de la catégorie FC3, FC4. Alors on va sur ça, surtout que là il va rentrer dans le trafic, alors il va falloir être attentif. Les pilotes normalement dans la ligne droite, juste au niveau du bout de la ligne, nous on le voit pas avec le positionnement des caméras, mais ont une flèche jaune qui clignote pour indiquer qu'un véhicule va revenir en piste. Donc normalement c'est assez lumineux, c'est assez visible. Toutefois il y aura un différentiel de vitesse, et puis là comme vous pouvez le voir à l'image, des fois la ligne droite est légèrement bombée, ce qui fait qu'on prend l'information vraiment une fois qu'on est passé sous l'arche. Il faut être attentif. Là maintenant on est sorti, et pour Clesse Didier on va voir jusqu'où on va éviter de laisser partir les pots cassés. Ce sera probablement aux alentours du top 10. Ça fait mal évidemment pour Didier Clesse, mais voilà, il l'a fait plus rapidement, je pense. Il a essayé de créer un gap et maintenant il a 43 minutes pour essayer de remonter le plus possible. Ça peut se faire, hein. Oui, parce qu'il a un très bon rythme, mine de rien. Et il y en a un autre qui a un très bon rythme, encore une fois, c'est Julien Garé, meilleur secteur 2. Et on attend encore l'information pour savoir où est-ce que Didier Clesse ressort. Ah bah déjà avec un premier secteur dans les 1 minute 03, là on a bien mangé plus de 30 secondes, hein, largement, même plus de 40. Donc là ça va piquer assez fortement ce drive-thru, parce qu'il y a aussi forcément la relance, hein, globalement. Et il serait 8e. Didier Clesse, il serait passé donc de la 3e position à la 8e.
Et bon, bah, c'est pas mal. Il a bien fait de ne pas le faire immédiatement. Il serait ressorti beaucoup plus loin, peut-être au niveau du top 15. Là, il a fait 15 minutes de course avec cette pénalité. Maintenant, il l'a effectué et il va pouvoir remonter depuis la 8e place. Ouais, et puis j'espère en tout cas Christophe Ferré, est-ce qu'il est toujours en lice pour savoir où un petit peu, puisque c'est quand même le plus lésé dans l'histoire, le numéro 666. Il est toujours 16e en bagarre avec d'autres FC2 et on n'a pas parlé de la catégorie FC3, FC4, donc on va en parler. C'est Samuel Serre qui est 13e actuellement au milieu des FC2, qui avait déjà gagné ce matin. Oui. Et derrière lui, on a Jérôme Salvin un peu plus loin, au 18e rang, et Ben Gaillet qui est 22e. Mais c'est une catégorie qui arrive à se mêler malgré leur déficit de puissance. Ils sont là, ils se mêlent au combat contre les FC1, contre les FC2. Et ils sont juste récompensés par leur bon travail. De toute façon, c'est l'avantage des courses un petit peu nocturnes. C'est normal, il y a de l'appréhension. Les pilotes appréhendent. C'est un moment intense, c'est un moment stressant, donc forcément on va peut-être un petit peu conserver un petit peu plus la mécanique. On en parlait ce matin, ça reste quand même des pièces de musée hein, pour la plupart. Il y a quelques entre guillemets évocations, c'est-à-dire on va se baser sur un véhicule d'époque, mais il y a aussi des vraies pièces, des vrais véhicules, les vrais Porsche qui ont couru dans les années 70. Donc ça voilà, ça rajoute quand même une pression, surtout que là c'est plus une question d'argent en fait au final, c'est surtout une question de patrimoine. Donc on peut avoir l'argent qu'on veut, si la voiture est détruite, la voiture est détruite et c'est perdu quoi. Donc c'est pas évident mentalement des fois à accepter, surtout pour faire rouler ce genre d'auto, et ça va aussi bien pour la carrosserie, pour la coque, bref, pour l'intégrité, que le moteur qui la plupart du temps a été refait moult fois, mais avoir la capacité de garder la fonderie d'origine, le bas moteur, le haut moteur, garder un maximum de pièces, c'est ça qui donne vraiment de la valeur au-delà de l'argent sentimental au véhicule. Ça c'est très important de respecter ça. C'est important de respecter ça, mais ça reste des pilotes. Et quand le casque il est passé sur la tête, il y a la compétition qui entre en jeu, et c'est vraiment une chance qu'on ait des Porsche qui roulent comme ça. C'est des Porsche qui ont été commercialisés avant 1997. Ça date. Hein. Et donc ça commence à dater, effectivement. On a de la chance de le voir toujours sur les circuits français et même européens, puisque la Ferdinand Cup ira visiter le circuit de Spa-Francorchamps. Ce sera début octobre, ce sera la finale de cette saison 2024. Si jamais ils ont la possibilité de rouler de nuit à Spa, je peux vous dire qu'ils vont se régaler. Déjà, même là au Castellet, c'est un super bonheur pour eux de pouvoir rouler. On revoit à l'image Christophe Ferré qui essaie un petit peu de remonter tant bien que mal, et il le fait. Regarde, Christophe Ferré discrètement, efficacement, qui se place maintenant à la 14e place. Bon voilà, maintenant en plissant un petit peu les yeux, on voit quand même que le prochain véhicule, qui n'est autre que Serre Samuel, est quand même un petit peu loin. Mais on est sur une catégorie inférieure, donc on devrait normalement voir Christophe Ferré remonter petit à petit. Oui, il remonte, il améliore ses chronos, il vient de signer son meilleur secteur 2. Donc Christophe Ferré qui, on le rappelle, était 25e et dernier après le premier tour suite à son contact. Il est 14e, il a gagné 11 places en 20 minutes. Donc il n'en gagnera pas 11 toutes les 20 minutes parce que sinon il serait en classement. Mais ça serait quand même beau. Ouais. Mais voilà, il va remonter, on va surveiller sa remontée jusqu'où il peut revenir. Il est encore en train d'améliorer ses chronos, il va quand même bien plus vite que le pilote devant lui. Oui. Donc il devrait mettre quelques tours, voire un tour à revenir. Là on a mangé une seconde au premier secteur, on a mangé quasiment à 3 secondes deuxième secteur. Si on reste sur la même lancée, un écart tout à l'heure sur le précédent tour entre eux qui était de 9 secondes. Donc normalement on devrait au moins être en phase de dépasser, voire être revenu dans les échappements pour Christophe Ferré de Samuel Serre avec le numéro 75. Le leader de la catégorie FC3, FC4, Gillian Garret toujours devant, Cédric Torres qui nous fait une très bonne course. Il a fini 3e ce matin. Cédric Torres, il a tenté d'accrocher Gillian Garret, mais c'était trop compliqué. Ouais. Mais il est là, 25 secondes derrière. Et il y en a un qui doit adorer rouler de nuit, c'est Benjamin Moussion, 3e au général, premier de la catégorie FC2, qui est en train de mettre la pression à Cédric Torres, puisqu'il n'est que 6/10 derrière le dauphin de Gillian Garret.
Comme quoi ça roule, ça roule. Là on voit un petit peu, hein, on vient danser un petit peu sur les vibreurs. Forcément, qui dit véhicule d'époque, on est quand même sur des suspensions qui sont normalement pas trop évoluées. J'ai pas le cahier technique, le cahier de charge des techniques de cette Ferdinand Cup. Je me laisse penser qu'on est quand même en tout cas sur quelque chose de plus proche de l'époque, de façon à qu'on ne se retrouve pas en fait avec des coques qui soient trop coursifiées, si j'ose dire. C'est souvent des reproches qu'on peut voir apparaître en certaines courses historiques où on se retrouve avec des véhicules des années 70 mais qui sont aussi performants que des voitures des années 2000. C'est vrai que ça gâche un petit peu des fois le plaisir visuellement, non, mais par contre en termes de pilotage, on perd un petit peu, perd un petit peu l'esprit. C'est quand même une Porsche, c'est quand même l'esprit de la course par excellence, du Mans, enfin en tout cas de tout ce qui est de l'endurance. Et le plus important quand même, c'est d'avoir eh bien la capacité de se battre avec la voiture. Ah bah voilà, c'est une fierté je pense pour les pilotes de réussir à amener loin leur auto. Puis c'est une fierté de rouler avec d'autres passionnés qui deviennent des amis, puisque c'est la 8e saison de la Ferdinand Cup. 8e saison quand même. Oui, certains sont là depuis le début, se connaissent. C'est un paddock où il y a quand même 30 engagés, mais ça reste un petit paddock familial. Tout le monde se croise, tout le monde est en face l'un de l'autre. Oui. Donc c'est une ambiance familiale et c'est des passionnés qui viennent sur les meetings pour prendre du plaisir, nous montrer les belles voitures, nous en tant que commentateurs, aux spectateurs effectivement aussi. Et donc c'est juste un championnat qui est familial, mais il ne faut jamais oublier la compétition, évidemment. Alors bien sûr, ça fait partie un petit peu intégrante, surtout si on veut mettre à l'honneur ces autos. Justement, on le voit petit à petit, on a vraiment tout le monde qui sont vraiment bien étalés. Et tu voulais me faire remarquer quelque chose, Alexandre? Je voulais te faire remarquer que Benjamin Moussion s'est défait de Cédric Torres. Il a fait mieux que se défaire, il l'a lâché, puisque Cédric Torres, qui est redescendu au 3e rang, compte maintenant 3 secondes de retard sur Benjamin Moussion. Alors pour Benjamin Moussion, la mission Gillian Garret paraît bien difficile parce qu'il a 31 secondes d'avance. Mais sur le premier secteur, sur le dernier tour, Benjamin Moussion fait mieux que Gillian Garret, ce qui n'a pas dû arriver beaucoup de fois ce matin. Non, c'est vrai. Bah, écoute, premier étonné, je le suis tout autant. Et puis bon, moi j'ai essayé de garder quand même un œil sur Christophe Ferré, voilà, qui est revenu passer devant numéro 75 avec Samuel Serre, catégorie FC 3-4. Eh bien ça remonte doucement. Voilà, maintenant on va devoir prendre de la régularité, puisque 18 secondes pour peut-être venir savourer cette 12e place pour numéro 666, Christophe Ferré. Ça a été plus compliqué pour Benjamin Moussion dans le 2e secteur, puisqu'il a lâché 1 seconde 2. C'est peut-être la Porsche 964 RSR de Gillian Garret qui, dans la ligne droite, amène plus de chevaux, parce que c'est quand même une FC1 contre une FC2. Donc forcément, la voiture de Benjamin Moussion a moins de puissance. Et on rentre dans la fenêtre de changement de pilote. Les pilotes ont donc maintenant 10 minutes pour faire leur arrêt au stand de 2 minutes obligatoire. Attention à ceux qui jouent avec la limite, attention au piège. Eh oui, on l'a vu, hein. Il est long, Dieu qu'il est long le tour de ce circuit justement, puisqu'on le rappelle, 5 km 822 très exactement pour le circuit Paul Ricard. Du coup, effectivement, on peut se retrouver dans la même optique comme vous roulez sur l'autoroute, vous êtes un peu fatigué, vous vous dites c'est pas grave, je m'arrête à la prochaine aire. Et là, vous avez peut-être un petit peu surestimé vos capacités et vous vous retrouvez un petit peu à regretter. C'est des fois ce qui peut arriver. Voilà, on se dit, allez, je peux peut-être gratter encore un tour, peut-être me mettre en position pour passer dans des meilleures conditions. Et puis, il suffit qu'il y ait un truc qui aille pas, un drapeau jaune. Parlez-en à Daniel Ardoin. Voilà, ouais, j'en parlerai, oui. Et les premiers qui s'arrêtent, c'est l'homme dont on parle depuis le début de la course, c'est Benjamin Moussion. Oui. Stéphane Erhardt qui passe aussi au stand immédiatement. Les deux qui sont les premiers à s'arrêter, qui entament cette salve d'arrêt. Et puis normalement on devrait avoir un changement pour Benjamin Moussion, qui va laisser sa place avec le même nom de famille. Je me laisse croire que c'est sa compagne Maëva qui va prendre le volant normalement de cette FC2 numéro 36. Vous croyez bien, puisque c'est sa femme. C'est aussi ça l'esprit Ferdinand Cup. C'est la bonne réponse. L'esprit Ferdinand Cup, c'est cet esprit familial. On roule entre frères, entre père et fils, entre mari et femme, comme c'est le cas de Benjamin Moussion et de sa femme Maëva, qui va prendre le volant maintenant et qui va avoir pour mission de garder cette 2e place que Benjamin a acquis avec un très gros rythme.
Bah, on va voir. En tout cas, celui qui est rentré aussi, c'est on vous l'a fait remarquer, Edrat Stéphane. Lui, quant à lui, il va juste s'arrêter, souffler un coup, peut-être ajuster les pressions, boire histoire d'être d'attaque, parce que mine de rien, je pense que doit faire un petit peu chaud, même si on est de nuit, ça irradie pas mal et on va pouvoir du coup reprendre la voie de la piste. C'est Christophe Ferrier qui est dans la pit lane, Christophe Ferré qui est remonté au 13e rang, qui va tenter de s'arrêter peut-être plus tôt que les autres, tant qu'il n'y a pas de problème, et essayer de remonter par la suite. Benjamin Moussion qui était parti de la 10e position. Il est actuellement 2e, il était parti loin, il nous a fait un premier run très 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 bon. Ouais, très très beau geste, hein. On a les images justement là tout de suite des arrêts au stand avec on attend le pilote, c'est pas évident de réussir à bien voir, on a juste des feux qui arrivent face à nous. Donc là maintenant il faut être sûr de pouvoir récupérer son pilote, que tout le monde soit bien arrêté en tout cas dans la zone prévue à cet effet. On a vu Julien Garret passer, il est au stand, le leader de la course qui vient de s'arrêter, qui ne prend lui aussi pas de risque. Il a bien raison parce qu'il a beaucoup d'avance sur ses adversaires et il ne faut pas prendre de risque, pas jouer avec le feu. Normalement, en tout cas, les allumettes sont très très loin du bidon d'essence hein, pour Julien Garret, qui est pour l'instant effectivement très au-dessus de ses homologues. On va pas le blâmer, hein, il a quand même une somptueuse auto, donc tant mieux, voilà. Pit window open, c'est bien signifié dans la ligne droite. Ah, on peut pas le rater. Hein. Non. Dans une ligne de départ arrivé, là où juste avant le drapeau à damier, quand il est tendu sur le grand panneau du circuit Paul Ricard, c'est impossible de le rater. Et on voit le changement de pilote de la voiture numéro 8. Ça rentre justement pour Thomas Duval qui va du coup échanger avec Jean-Marie Duval. Voilà, changement à l'ancienne, voilà, entre père et fils, ou entre assistant entre père et fils. C'est la numéro 8. Oui, tout à fait. C'est effectivement entre père et fils. Ouais, j'étais à ça. Non, c'est entre frères. Autant ah pour moi. Mince, j'ai eu un doute, c'est pour ça que je t'ai fait répéter. Une chance sur deux. Cette fois-ci, t'as pas eu la bonne. Non, on peut pas être parfait partout. En tout cas, ça s'applique. On va, voilà, entre pilotes, on cède pour s'installer. On a quand même 2 minutes. C'est pas beaucoup non plus. Hein, donc il faut pas se retrouver bêtement avec un harnais qui se bloque, surtout au niveau des boucles de serrage. Alors ceux qui font un petit peu de sport auto, vous voyez de quoi je veux parler. Surtout dans des autos, on n'a pas trop de place, c'est assez serré. Des fois, quand on voit le harnais vers l'arrière, des fois, surtout quand on change et qu'on n'a pas les mêmes gabarits, il faut pouvoir le régler. Et ces boucles de serrage, des fois, c'est un petit peu une punition. Je citerai pas certaines marques pour essayer de rester super dur, mais enfin super gentil avec tout le monde. Mais vraiment, et des fois, c'est vraiment dur. Et quand on n'a pas les mêmes gabarits, c'est pas évident de réussir à faire un changement rapide dans les bonnes conditions. C'est un changement rapide à l'ancienne. On est loin de ce qu'on voit aujourd'hui, de tous les mécanos autour d'une voiture, d'un arrêt express au championnat du monde d'endurance, en ELMS, en Ultimate Cup Series, demain, en prototype ou en GT Endurance Cup. Mais voilà, c'est à l'ancienne, c'est un changement qui se passe tranquillement, on va dire, mais pas trop tranquillement. Bon, faut pas non plus que ça soit dans l'excès, comme on a déjà vu où les pilotes se font attraper et jeter en dehors de la voiture. Ça, c'est sur d'autres courses. Vous avez sûrement vu ces images ailleurs. Là, voilà, on prend le temps de se placer. On prend les informations pour les pilotes. On voit en tout cas avec le halo des phares que ça fume un petit peu forcément. Les pneus qui sont chauds, les freins aussi. La température qui est en train de descendre. Ça me permet aussi d'aborder ce point-là. De nuit, c'est un petit peu plus intéressant aussi. On va avoir une température qui est un petit peu plus fraîche. On regagne en densité au niveau de l'air. Et en gagnant en densité, on gagne en performance sur le moteur. Alors c'est infime, on est quand même en période, non estivale. Voilà, on est un petit peu vers l'hiver, même si ça ne se sent pas trop avec les 20 degrés qu'on a eu aujourd'hui. Mais en tout cas, pour la machine, pour la mécanique, ça va jouer. Ça peut être un avantage quand on est en injection, ça peut être un petit peu plus embêtant quand on est sur un carburateur où on ne va pas pouvoir ajuster proprement le mélange. Là, j'exagère un petit peu le trait, ça ne sera pas non plus des ratés, on ne va pas se retrouver avec un véhicule qui ne fonctionne plus, mais selon le réglage qu'on a amené, voilà. Maintenant, à l'époque, c'était vraiment des sourciers, c'était vraiment là-dessus que ça se jouait. Donc voilà, c'est des petits détails un petit peu en plus si vous voyez en société. Et le leader par intérim, Cédric Torres, qui rentre à son tour au stand. Ouais. Je sais pas si tu as fait attention, Gaëtan. On a vu sur un équipage qui faisait un changement, quelqu'un avec un chronomètre. Oui. Pour justement, ils ont calculé le temps entre l'entrée des stands et l'immobilisation et la sortie. Donc là, ils cherchent à aller
au plus vite pour avoir juste un temps d'immobilisation minimum pour entrer au-dessus des 2 minutes. Bah, il le faut. Alors justement, regarde, tu parlais de l'immobilisation, on le voyait tout à l'heure avec la HF, avec la caméra épaulée avec Guiton Nathan, du coup, qui a cédé sa place à Léo Girardot dans sa très belle Porsche 911 3 litres. Ils sont rares, ils sont très rares les Porsche 911 3 litres. Donc c'est vrai qu'on pourrait, en voyant autant réunis, se dire oh bah ça va, une petite 911, c'est compliqué. Les Porsche maintenant, c'est très très compliqué. On a peut-être encore, comme on est en train de voir, le véhicule de Christophe Ferré, cette 928 qu'on peut encore essayer de trouver sur le marché, mais il faudra s'armer d'un beau portefeuille, mais surtout de beaucoup de patience, surtout si on veut accéder aux modèles les plus intéressants sur les 924, 928. Pour avoir les versions turbo qui sortent pas si souvent que ça, et puis en plus de ça qui sont sur des systèmes d'injection qui sont quand même assez capricieux. Donc en plus de ça, on va bien avoir conscience que vous n'allez pas pouvoir juste changer un filtre, faire un guidage, vraiment un petit peu de frais supplémentaires. C'est la beauté quand même aussi de ces autos. C'est capricieux, mais une fois que ça roule, c'est quand même plaisant. C'est la beauté de la Ferdinand Cup aussi, c'est qu'on a 30 engagés et on a plus de 15 modèles différents. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et on a des modèles qui vont des années 70 à 1997, date limite pour pouvoir participer à cette compétition. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on a envie de se balader dans ce paddock, c'est voir d'une tente à une autre un modèle différent, une époque différente et une déco différente. Et il y en a des pas mal quand même. Il y a des belles décos, moi franchement j'aime beaucoup. Il y a du très très sobre comme très classique. Et après on va se retrouver comme ces deux autos, la 24 avec Beckman et Jean-Yves, qui je pense c'est surtout Denis Christophe qui doit être à bord de celle-ci, où on va avoir un petit peu plus de réflexion sur la déco, sur à quoi elle ressemble. Et puis là on va avoir, comme on parlait tout à l'heure, un peu plus classique avec le véhicule de Girardot Léo, là, cette Porsche 911 3 litres qui est avec un habillage classique. Et au niveau du classement, Benjamin Moussion il est 8ème parce que plusieurs pilotes ne se sont pas arrêtés devant lui a priori. Enfin, c'est plus Benjamin Moussion, c'est Maeva. Du coup notre classement n'est pas à jour, mais il a dû avoir changement de pilote. C'est pas évident. On va normalement avoir un retour qui va arriver, je pense, de la part des chronométreurs pour pouvoir nous faire remonter tout ça. Vous, sur le totem à votre gauche, c'est à jour. Donc on va suivre ça toujours avec attention. Celui qui au final en profite, se balade sur cette piste, et c'est toujours le numéro 30, Gillian Garé, qui est remonté un petit peu au milieu de tout ça, qui remonte. Et attention, fermeture de cette fenêtre de changement pilote. Et on en a un qui est au stand, c'est Frédéric Ramous. Frédéric Ramous, il est rentré avant la fermeture. C'était chaud, hein. Ça s'est joué à 10 secondes. Gros pari, même 5, je crois, même parce moins. que je l'ai vu du coin de l'œil s'allumer, mais c'était vraiment serré. Ils ont tenté quelque chose dans son équipe. Ils ont eu la chance de ne pas avoir de drapeau jaune, rien du tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer d'en profiter au maximum. Frédéric Ramous qui va garder le volant de sa Porsche 911 2.8 RSR. Après, de là à réussir quand même à rester sur peut-être une deuxième place, parce que Gillian Garé, c'est acté, il est passé devant. Pour l'instant, on est toujours deuxième en étant dans les stands pour Frédéric Ramous, mais ça va remonter tout doucement, puisque Michel Cavallero est en train de profiter de cet arrêt de 2 minutes pour revenir un petit peu là-dedans, sachant qu'on a quand même des temps en moyenne qui tournent autour des 2 minutes 30. Ça va être compliqué. L'undercut peut être tentable. On va voir en tout cas si le fait de s'arrêter très très tard, ça a été bénéfique. Et Frédéric Ramous, c'est tout simplement le champion en titre de la catégorie FC2 et qui est revenu pour aller gagner un nouveau titre, évidemment. On va avoir justement avec plusieurs pilotes qui vont se faire tirer les oreilles. Le 18, le 76, le 968, respectivement Boyer-Gilles et puis Michel Cavallero, et ainsi que Ferré-Sophie qui sont sous enquête pour un arrêt neutral. Est-ce que ça a été bon pour eux? Alors par là, est-ce que ils ont fait leur arrêt et où ils n'ont
pas respecté les 2 minutes. Affaire à suivre. En tout cas, qu'est-ce que ça donne maintenant? Ça ressort pour Frédéric Ramous, ça ressort. C'est Julien Garay qui va logiquement récupérer les commandes de la course. Il va compter il est une bonne loin. avance. Il est loin, le numéro 5 là, justement, Frédéric Ramous, qui est rentré 10e. Il est ressorti 10e. Ressorti, pardon. Il est ressorti 10e, mais il a tenté une nouvelle stratégie, quelque chose de décalé. Est-ce que c'était prévu? Est-ce qu'il l'a fait sur le moment? On ne le sait pas, mais on va voir en tout cas si c'était payant. En tout cas, face à lui, il va se retrouver avec Serra Sébastien et puis surtout le numéro 93 de Culto Christophe, qui vont lui faire un petit peu barrage pour cette 8 et 9e place. En termes d'écart, pour l'instant, on va suivre ça. Est-ce que c'est relativement serré? Je parlais justement des très très belles décos. On en a une ici, vraiment somptueuse. Si vous avez l'occasion de venir au Castellet, le numéro 89 du Vernet Stéphane, qui nous régale justement avec cette magnifique Porsche 911 3 litres doux. Et Gillian Garay, il nous fait une Gillian Garay. On arrive dans les dernières 20 minutes de course et il s'est dit, je vais appuyer un petit peu plus fort sur la pédale de droite. 41,059, meilleur secteur 1. On reprend un peu les poils de la bête. En même temps, ça peut se comprendre. Lors de l'arrêt, on va venir ajuster les pressions un petit peu plus au carré. Voilà. Comme ça, on repart avec 4 pneumatiques relativement équilibrés. Ça permet de garder la bonne adhérence. Surtout que là, c'est impératif au virage bossé en bas après le signe, après la courbe de signe. Là, ce double droit, il faut vraiment avoir des pneus, un train avant qui fasse l'affaire. Et on a un stop and go de 7 secondes. Pour un non-respect de l'arrêt neutral qui vient de Gilles tomber. Boyer qui est le pénalisé. Et Gilles Boyer, c'est dommage parce qu'il était dans le top 10. Il va rentrer dans le top 10 ou à la bagarre pour le top 10. C'est actuellement 11e. Et il va devoir passer par la voie des stands. Et c'est pire qu'un drive-through parce que là, il va devoir s'arrêter 7 secondes, repartir et ressortir. 7 secondes, c'est un petit peu étonnant comme arrêt. Ça va correspondre en fait au temps qu'il a gagné. Donc en gros, il est rentré, il est ressorti 7 secondes trop tôt. Il revient, il vient les redonner sur la table. Mais c'est terrible parce que là, on se retrouve. Ah, on a un yellow flag qui est agité sur drapeau jaune, virage numéro 11. C'est dans le 3e secteur que ça se passe. On a pour l'instant pas l'image. Est-ce que c'est seulement quelqu'un qui a tiré large? Ouais, des chances, je pense que. Ouais, surtout courbe de signe, on a tendance un petit peu à être généreux. Oui, à la sortie, on voit fréquemment des track limite. Ça va, Jérôme, à l'image. Dans Maurice et à Stéphane, autant pour moi. À l'image, second pilote. Peut-être d'autres infos, on va voir, on va suivre ça. En tout cas, ça reste actif, donc c'est pas juste une petite sortie gentille de piste. Peut-être qu'on a un véhicule en panne. Voilà, on agite justement en bas de cette courbe de signe. Est-ce qu'on a plus de précision avec le dézoom qui se laisse attendre, mais c'est bien. On a un petit peu de suspense pour cette fin de course. Et en fait, il n'y avait personne. Voilà, non. Voilà, on a toujours ce drapeau jaune. En tout cas, c'est vraiment que le brûlard. Stop and go qui vient de tomber à nouveau. Pour Sophie Ferré, qui était aussi sous enquête pour la même raison que Gilles Boyer. Et même raison, même peine. Stop and go, 7 secondes pour Sophie Ferré. Là, un stop and go à 19 minutes du terme de la course. Ça réduit quand même les chances de. Il vaut mieux le faire figurer. Oui, il faut le faire tout de suite. Voilà. La raison. Non, c'est le numéro 6, justement, la Porsche 911 3 litres. Girardo Léo, on les a à l'arrêt. Eh oui. Alors, il est sur les extérieurs de courbe, mais pas forcément dans les meilleures conditions. Je pense qu'on va finir avec ce virage numéro 11 sous drapeau jaune, à moins qu'on puisse avoir une intervention. On verra en tout cas ce qui est décidé. Elle est vraiment pas très bien placée parce qu'elle est à l'extérieur, mais elle n'est pas non plus proche du poste de commissaire le plus proche, donc ça est dangereux pour les commissaires d'aller la chercher et tout ça. Donc on va voir ce que la direction de course décide pour
enlever cette voiture et qu'on les 18 dernières minutes se fassent sous drapeau vert. Alors à 18 minutes de la fin, soit on a des pilotes, on reste quand même sur cette Ferdinand Cup, sur ce côté très gentleman, vraiment gentleman drivers, où il faut vraiment avoir, voilà, ça reste surtout des personnes, virage numéro 10 maintenant, hein, ça se décale pour le drapeau jaune. Ça doit être le double droite du Bossé, donc ils ont préféré mettre toute la zone du double droite sur sous drapeau jaune pour éviter que les voitures arrivent avec trop de vitesse à la sortie de la courbe de signe et les ralentissent sérieusement pour éviter un chaud accident. Et donc je parlais justement de ce côté gentleman driver. Forcément on n'est pas habitué pour eux, si par exemple on sortait une safety car, ça serait quand même ça serait un petit peu compliqué. Toutefois ça relancerait un petit peu tout l'intérêt, mais ça peut être à double tenant pour la direction de course qui peut se dire, voilà, est-ce qu'on prend le risque de mettre une safety car où les pilotes vont avoir peut-être un petit peu de difficulté à bien se placer, parce que c'est pas naturel en tout cas pour cette catégorie. Est-ce qu'on rassemble tout le monde en fin de course, ce qui peut aussi générer un phénomène accidentogène à la relance? Donc voilà, on va justement préférer faire un dépannage direct sur piste avec une neutralisation de zone. On est quand même sur une zone bien éloignée. Voilà, on utilise le quad avec le point lumineux éclatant pour pouvoir dépanner tout ça. Et Gilles Boyer qui vient de faire son drive-thru, il est ressorti 11e, il était aux alentours du top 5, il a perdu des places, il ressort 11e. Maintenant il va falloir cravacher pour remonter dans le top 10, essayer d'accrocher un top 10 pour Gilles Boyer qui avait fini 10e au général ce matin. Puis un peu de tristesse quand même pour Gerardo Léo qu'on voyait justement, lui qui est arrêté, la numéro 6 là, qui est en plein dépannage. Vous voyez lever un petit peu les bras au ciel. Il n'a pas pu rouler longtemps surtout, le pauvre. Un peu le dégoût, on le ressentait vraiment dans son geste. Donc bon, c'est comme ça. Est-ce que nous avons une autre course demain de Ferdinand Cup? Non, c'est la dernière Ferdinand Cup. Prochain rendez-vous du 5 au 7 avril sur le circuit de Dijon-Prénois. Et on nous annonce un nouveau stop and go pour la voiture de Michel Carvalero. Qui était aussi sous enquête, mais il y a un autre problème, mon cher Gaëtan, c'est que Michel Carvalero, c'est le leader de la catégorie FC2. Et avec ce drive-thru, il va perdre le leadership parce que son adversaire direct déjà est à 6 dixièmes derrière. Vous le voyez à l'écran, c'est la Porsche numéro 12 de Stéphane Earhart. Et Michel Carvalero qui va perdre le leadership, ça c'est sûr. Il va peut-être même perdre le podium avec son stop and go de 3 secondes. Bon, lui il a franchi la limite, un peu moins que les autres, mais c'est la même sanction. Là cette fois-ci voilà, c'est 3 secondes qu'il va falloir venir rendre dans la pit lane. Maintenant un stop and go, autant les drive-thru, on arrive un petit peu, surtout en début de course, à s'en accommoder comme on a vu, mais après franchement se retrouver tout de suite avec un arrêt, 3 secondes, la relance, on va prendre tout de suite 50-60 secondes dans les gencives avant de réussir à ressortir un petit peu de la choucroute dans les lignes droites, dans les stands. C'est un petit peu compliqué. Le 66, décidément Christophe Ferré qui se fait encore une fois gronder. Cette fois-ci c'est lui qui est fautif avec un dépassement sous drapeau jaune qui a été signifié par la direction de course. C'est sous enquête. Alors j'espère qu'il n'y a rien de grave. J'espère en tout cas qu'il va pouvoir rester. Lui qui était quand même parti bien malmené sur ce début de course d'ailleurs. Où en est-il rendu ce numéro sous 666? Il est 11e actuellement. Actuellement 11e et green flag sur tout le circuit, le drapeau vert. Super. La voiture de la numéro 6, elle a été évacuée. Tu parlais de ces stop and go de 3 secondes. Elle est en sécurité le long du mur de pneus. Voilà, tout va bien pour elle. Enfin, il est loin pour la sécurité. Tu parlais de ce stop and go de 3 secondes. Il faut aussi préciser aux gens qui nous écoutent que 3 secondes, c'est toujours plus. Parce que 3 secondes, c'est le temps d'arrêt. Ah oui. Exact, où il faut s'arrêter. Sauf que c'est impossible de le faire à 3 secondes. On essaye toujours de se rapprocher au 10e près. Faut pas faire 2 secondes 9, sinon c'est la même peine avec un stop and go plus long. Donc justement, il faut faire ces 3 secondes, mais ça va peut-être durer 3 secondes 5, 4 secondes. Donc c'est encore une seconde de perdu. Et quand on est Michel Carvalero, qu'on rentre dans la pit lane justement pour faire ce drive-thru, chaque seconde compte. Et on le voit ici à l'écran. Il va faire son stop and go. C'est le Marshall qui lui indique. Aïe. Et 3 secondes quand on était en tête de la course, ça paraît très long.
Voilà, qui s'est arrêté pile devant la direction de course. Et puis on peut repartir très vite. Attention, hein, ça s'est déjà vu. Des pilotes un petit peu agacés par ce qui vient de leur arriver, qui repartent un petit peu sur les chapeaux de roue et qui malheureusement font un dépassement de vitesse. Je ne veux pas prêcher la mauvaise parole pour Michel Cavallero, mais voilà, il faut réussir à rester tête froide et dans ce genre de situation, surtout quand on sentait qu'on avait pris le lead, en tout cas sur cette catégorie FC2, ça peut être un petit peu rageant. Maintenant, il va falloir rester concentré justement pour Michel Cavallero avec cette 968 CS. Et on va voir où est-ce qu'il ressort. En tout cas, Stéphane Erhardt a logiquement repris les commandes de cette catégorie FC2 et il est actuellement deuxième du général. Stéphane Erhardt qui avait fini quatrième ce matin et premier FC2, il va pouvoir monter sur deux podiums, le général et le FC2. C'est une très bonne opération pour Stéphane Erhardt qui avait fini vice-champion l'année dernière en étant présent qu'en deuxième partie de saison. C'est dire à quel point il avait été très très bon et très régulier au top niveau la saison dernière en fin de saison, et cette année il est revenu en FC2 pour essayer d'aller contester Frédéric Ramous et le duo Christophe Deculot, Dominique Maton, avec lequel ils avaient fini, chose assez rare en sport mécanique, au même nombre de points, deuxième avec 304 points. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça dans les championnats. Et on n'a pas réussi à les départager, du coup on est resté sur... A priori on est resté sur une égalité puisqu'ils n'étaient pas champions, donc on a préféré les mettre... Ce que je comprends. Un autre stop and go justement qu'on attendait. Ça doit être celui de Sophie Ferré, probablement. Je pense que c'est la 968, mais non c'est cette fois-ci juste 968. Donc c'est bien Sophie Ferré qui a un stop and go 7 secondes. Avec petite particularité sur ce modèle, les feux justement, les feux qui sont escamotables. Alors c'est un peu étrange. Je sais qu'il y en a souvent qui l'ont un petit peu boudé. Donc vraiment quand on ferme les feux, on a vraiment les feux qui sont bien ronds et à plat dans la calandre. Puis quand on allume, c'est vraiment l'optique. C'est vraiment, il n'y a pas de carénage, c'est l'optique qui sort. Ça lui donne un petit look un petit peu où on a l'impression que les yeux s'exorbitent du véhicule. Il y en a qui aiment beaucoup. Je suis un peu moins fan, mais ça reste quand même une auto avec laquelle j'ai beaucoup joué quand j'étais gamin avec les petits Burago. Donc ça va, je lui pardonne. Puis c'est mythique. Ça en fait une Porsche avec une... attention, la rentrée à la sortie. Tout s'est bien passé dans les S de la Véry. Ça en fait une Porsche avec une spécificité qu'on a sur aucun autre modèle. Alors pour le coup oui. Ça s'est compris, ça n'a pas non plus été avec le temps, elle est re-rentrée dans le cœur des passionnés de Porsche, mais c'est vrai que sur le début elle était un petit peu boudée. On n'avait pas trop compris pourquoi avoir fait ça, alors que derrière on l'a vu, on avait les 924 qui avait vraiment ces feux avec qui étaient plats et puis qui sortaient vraiment un classique des feux escamotables. Et là on arrivait avec cette solution qui était très avant-gardiste pour pas dire étrange. Voilà, ça fait aussi un petit peu la beauté de ce modèle là qui roule avec nous. La beauté maintenant, on la connaît, hein, celle de Gillian Garet qui n'en finit pas de prendre de l'avance avec tout à l'heure sur son précédent tour, 1 minute 05 642 d'écart avec le deuxième au scratch de cette course qui n'est autre que Stéphane Erhardt en catégorie FC2. Et Gillian Garet, l'une de ses couleurs préférées, ça doit être le violet, parce qu'il adore allumer les secteurs en violet. Il nous a encore fait un. Maintenant il nous allume le secteur et la catégorie réservée au meilleur tour en course. 2 minutes 30, 702. Pas dans les performances de tout à l'heure. Non, on n'est pas dans les performances de tout à l'heure, de par probablement la visibilité, la température de piste, le risque qui augmente, donc il va en prendre moins, Gillian Garet. Mais bon, ça reste quand même des chronos plus qu'acceptables. Hein. Ouais, surtout qu'on est sur du 139 km/h de moyenne, donc comprenez par là que bon, on descend jamais vraiment à zéro, surtout sur circuit ici. Il n'y a pas non plus d'épingle, mais par contre pour avoir du 139, ça veut dire qu'il faut quand même caracoler assez haut en termes de vitesse. Il faut vraiment tenir assez longtemps la barre dans les 180-190 km/h. Ça se fait plutôt pas mal sur la ligne droite Mistral, même si on a une chicane au milieu. Donc non, c'est un bon temps, c'est une bonne performance indéniablement pour du nocturne. Puis il y a le virage du pont qui est le virage le plus lent du circuit, le dernier virage, et qui doit bien faire baisser cette moyenne. Donc c'est vrai que sur le reste du circuit, Gillian Garet, il n'hésite pas, il se fait plaisir.
Et on a un nouveau drive-thru pour Christophe Ferré. Oui, il était sous enquête pour avoir dépassé sous drapeau jaune. Il a été sanctionné par la direction de course. Et c'est dommage parce qu'il avait un rythme de course plutôt intéressant. Christophe Ferré qui roulait en 2:31,9 sur le dernier tour. C'est le plus vite. Derrière Gillian Garret, bien sûr, qui est intouchable. Mais c'est le plus vite en piste et de loin. Et c'est une course qui va être à oublier pour Christophe Ferré, percuté dans le premier tour, reparti dernier, remonté jusqu'au top 10. Il était 11e actuellement et il va devoir nous faire un drive-thru pour avoir dépassé sous drapeau jaune tout à l'heure lorsque la voiture numéro 6 était immobilisée dans le double droit du Bossé. Et Christophe Ferré qui va une nouvelle fois retomber loin dans le classement. Ouais, c'est comme ça, bon voilà. Une fois, vaut mieux oublier. Bon, il faut se rassurer comme on peut, se dire qu'au final c'était un tout petit contact, je l'espère sans gravité, un petit peu de tôle ici et là, mais normalement je pense qu'il devrait être fair play, on devrait pouvoir s'arranger entre pilotes. Rappelons-le, la règle sur circuit, il y a des assurances qui existent, qui sont très très chères. Des fois c'est pas trop excessif, mais il faut voir les conditions. Puisque là quand on est sur des pièces de musée comme ça, ça peut coûter un petit peu de pognon, pendant qu'on voit en tout cas une ligne de 3 voitures qui va arriver sur la chicane nord à 7 minutes de la fin. On commence un petit peu à se chauffer les oreilles. Ouais, 7 minutes, il y a des places à prendre, il y en a qui veulent pas les perdre, c'est normal. Donc ça, on est à 3 de front dans cette ligne droite, tout le monde s'est rangé avant la virage avant la chicane nord, pardon, et ils sont de retour pour se battre. On n'a pas réussi à voir à quel numéro c'était pour voir à quel niveau de la course. Il est possible que ce soit pour la 6e place parce que Benjamin Moussion avec 9/10 d'avance sur Sébastien Serra. C'est un écart qui visuellement paraît assez grand, mais en piste on est proche. Non, en piste c'est que dalle. Non, dans les lignes droites c'est vraiment, on va voir dans la ligne droite un petit peu grandir, mais vraiment si vous voulez vous rendre compte de l'écart quand on aura l'image, ce dernier virage, le virage du pont juste avant de se relancer sur la ligne droite des stands, c'est un exemple très concret. Là vous avez visuellement une proximité qui est énorme et pourtant ça ne traduit qu'une seconde ou 0,600 centièmes, et ça aussi c'est quelque chose un petit peu difficile pour les pilotes, surtout en gentleman driving, de garder la tête froide. Ça peut être un petit peu des fois déstabilisant, où on a vraiment cette sensation de yo-yo, où vraiment le véhicule face à nous s'éloigne, revient, s'éloigne, et des fois on peut avoir très vite fait de se convaincre nous-mêmes que en fait face à nous on a un véhicule qu'on n'arrive pas à attraper, alors qu'en fait c'est une traduction de cette variation d'écart. Donc le mental joue pour beaucoup, surtout dans une course de 1 heure. Et maintenant on est à 5 minutes et 30 et quelques secondes de cette fin de course. Et ça peut surtout donner envie dans cet espace de yo-yo que quand on se rapproche du pilote devant nous, de tenter une manœuvre pour se dire bon je mets fin à ça. Et si la manœuvre est trop posée, trop agressif, ça peut finir sur un contact, et dans ce cas là c'est double peine, ou du moins ça va nous causer quelques ennuis. Et comme tu l'as dit, on arrive dans les 5 dernières minutes de cette course, et du coup il reste plus beaucoup de temps pour Christophe Ferré pour faire son drive-thru. Ouais, et puis là, est-ce qu'après il va l'accepter? Normalement il va falloir le faire, puisque je rappelle, il peut pas faire par exemple rentrer dans le dernier tour. Non, il faut le faire un tour avant. Et puis il en a fait plusieurs tours avant puisqu'il est actuellement dans les stands. Bon voilà, il a pas rentré. Voilà, chose faite. Ouais, s'il est de toute façon, ça c'est déjà vu, des pilotes qui disent tant pis, moi je vais jusqu'au bout, je m'amuse avec les copains, je bataille. Bon, c'est un peu bête parce qu'on se retrouve à prendre une disqualification pour cette course-là, donc on marque absolument rien du tout, 0 point. Et en plus de ça, il faudrait faire attention de ne pas générer d'effet de course là-dessous, parce qu'on pourrait être doublement pénalisé. Donc bon, voilà, chose faite. On a fait notre drive-thru. Donc c'est juste un passage, voilà, on ne s'arrête pas, contrairement à tout à l'heure comme on a vu bien avec Sophie Ferré ou bien avec Gilles Boyer. Ouais, justement on ne s'arrête pas, là on ne fait que passer. Maintenant voilà, il faut passer doucement. C'est dommage de faire un excès de vitesse dans la ligne droite des stands, dans les stands en tout cas, parce que ça rendrait un nouveau drive-thru. Oui, puis les commissaires de piste sont aussi attentifs à ça. C'est leur boulot en tout cas. Ils sont énormément nombreux aujourd'hui sur le tracé du Castellet. Ils ont beaucoup travaillé, on va pas se mentir. Eux, ils sont sur le pont depuis 8 h du matin. Donc si jamais vous voyez un commissaire, ils sont en tenue orange, vous pouvez les reconnaître. C'est
qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, du Castellet ou bien même d'une autre région. Voilà, n'hésitez pas, voilà, remerciez-les si vous les croisez ce soir. Normalement pas trop tard parce que je pense qu'ils vont être fatigués. Mais si vous les voyez demain ou si vous les croisez vous aussi sur les circuits sur lesquels vous baladez, voilà, n'hésitez pas. Un merci, ce sont des bénévoles. Ils font ça gratuitement et souvent ce sont des personnes qui dédient leur vie à cette pratique-là. Souvent le père qui est comment dire, qui est marshal, qui est je suis arrivé, commissaire, et du coup le fils qui suit. Donc il y a une vraie tradition. Donc, on les remercie énormément. Pareil pour tous les staffs, tous ceux qui travaillent bénévolement, qui donnent de leur temps pour qu'on puisse avoir ce genre d'événement encore en France et ici sur un beau circuit comme le circuit du Paul Ricard. Il est évident que sans eux on n'aurait pas eu une journée de course, on n'aurait pas de course tout simplement, on n'aurait encore moins une journée aussi belle qu'on a eu aujourd'hui. Et ils vont pas traîner tard à mon avis ce soir, parce que demain ils seront déjà là, parce que demain, première course à 8h20, les 4 heures d'endurance de GT. Ouais, ça va être du boulot. Hein. Ça va être l'Ultimate GT Endurance Cup, la première course de la saison. Donc ils seront là aussi pour nous faire vivre ça. On sera là, nous aussi. Je l'espère quand même. Bien sûr, toujours pour vous vivre ça. Et puis demain, dans le programme, on aura aussi une course de Legends Car Cup, histoire de finir le week-end à fond. Voilà. On finira en beauté par l'European Endurance Prototype Cup, la course de 4 heures. Mais avant de parler demain, on va conclure aujourd'hui. Il nous reste quand même 2 minutes. 2 minutes avec ces jolis Porsche, les 25 Porsche de la Ferdinand Cup qui sont encore en piste. Oui. Ça fait 58 minutes de course et Gillian Garet continue de mener cette course tranquillement. Petit à petit, il fait moins de chrono. C'est un petit peu plus lent. Mais là surtout, il vient de nous faire un 2,47. Ouais. Il a dû être gêné dans le trafic. Il a dû lever le pied pour ne pas commettre d'erreur, ne pas partir à la faute. Et ce qui explique pourquoi il a perdu une quinzaine de secondes sur ses temps au tour habituel. Mais bon, il peut se permettre de perdre 15 secondes vu l'avance qu'il a. Ouais, il doit pas être loin du tour complet d'avance sur Stéphane Erhardt. En tout cas, on ne repartira pas pour un tour supplémentaire puisqu'il a franchi la ligne. Il nous reste à peu près 1 minute 50. Donc on a un temps le maximum théorique qui a été signé justement par lui-même en 2,47,964. Comprenez par là que on est déjà, je pense, dans le dernier tour. On s'applique maintenant pour garder la bonne trajectoire. Et les autos qui, mine de rien, hormis, bon voilà, avec un petit peu de déception, le véhicule numéro 6, Icon Racing Team avec la Porsche 911 3 litres, qui malheureusement n'a pas pu aller au bout. Et ben ça tient. Force est de constater que les Porsche, même les vieilles Porsche, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. C'est ce qu'on redoutait ce matin quand on a commencé à évoquer ce championnat. On était mauvaise langue. Hein. Oui, on était mauvaise langue, mais on connaît la difficulté de l'endurance, à quel point c'est demandeur pour les machines. 50 minutes le matin, 1 heure le soir. Pour des voitures qui ont cet âge-là, c'est toujours difficile. Et on n'a eu qu'un petit pépin. Et heureusement, ça veut dire que les Porsche sont fiables et on n'en avait pas de doute. Allez, je vais un peu nuancer le propos. On est en début de saison. Normalement, et je l'espère, les moteurs sont révisés, chouchoutés, choyés. On verra. En tout cas, on les suivra à la Ferdinand Cup en fin de saison. Voilà. Mais en espérant qu'il n'y a pas de casse. Non, mais je ne doute pas que les mécanos sont des vrais passionnés. Ils ont en tout cas travaillé au cordon sur la mécanique et la métrologie des moteurs. On a un drapeau jaune qui vient de tomber, virage numéro 12. Le virage numéro 12 dans lequel vient de passer Gillian Garet. On arrive dans ce dernier secteur. Est-ce que c'est le dernier tour? On n'a pas l'information Final Lock comme on l'a eu ce matin. Est-ce que c'est on va voir si le drapeau. Je pense que c'est peut-être timing, temps plus un tour. Si le drapeau a damier est brandi sur ce tour ou si Gillian Garet doit nous faire un nouveau tour du circuit Paul Ricard. En tout cas, le dispositif a été levé. Fin de drapeau jaune sur le virage numéro 12. Et c'est le drapeau à damier. Victoire de Gillian Garet pour cette deuxième course de la Ferdinand Cup. Il devance Stéphane Erhardt qui lui remporte la catégorie FC2. Daniel Ardouin termine 3e et Cédric Torres termine 4e. Mais il montera sur le podium en FC1. Ouais. Dans la catégorie FC2, Stéphane Erhardt donc qui s'impose. On va attendre les passages de la ligne de Michel Carvalero et de Benjamin Moussion pour vous assurer qu'ils sont sur le podium de cette catégorie FC2. Et Samuel Serre qui va très probablement, comme ce matin, remporter la catégorie FC3, FC4.
Ouais, puis là, ça a bien roulé, indéniablement. En tout cas, nous, on s'est fait plaisir. J'espère que vous avez pris aussi du plaisir à voir ces belles autos, les belles images. Voilà, regardez-moi ça. Paul Ricard, le drapeau à damier. On y est, voilà, justement, ce début de saison, début d'année, même pour beaucoup qui démarrent en bonne condition. Voilà, 2024, qu'on l'espère et on vous le souhaite, va être rempli de bonnes choses. Et pour l'instant, ça a l'air d'être le cas pour les pilotes de la Ferdinand Cup. Et les pilotes qui passent la ligne, donc on peut vous l'assurer, Michel Carvalero et Benjamin Moussion, qui complètent le podium de la FC2. Et c'est Samuel Serre qui s'impose en FC3, FC4. Et ce drapeau à damier qui met fin à cette course de Ferdinand Cup, qui met fin à cette première journée de... On avait eu des courses hier en Ultimate Formula Cup et en Ultimate GT Sprint Cup. On en a eu beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'actions en piste. Et la meilleure nouvelle de la journée, c'est qu'on recommence demain. Et puis là, on le voit là. On va recommencer, mais ça met du temps à récupérer tout le monde. C'est surtout ça la beauté, voilà, de l'endurance. Eh bien, c'est vrai que petit à petit, on y est toujours. Voilà, ça y est, on a récupéré le 7e, le 8, il nous manque le 8e. Le voici, voilà, Moussion Benjamin qui passe la ligne et le drapeau à damier. On va attendre de récupérer le numéro 5, Ramousso Frédéric, FC2. Alors d'ici quelques secondes, ça prend un petit peu de temps, voilà, c'est comme ça. Et puis on aura un dernier pilote avec De Culto Christophe. Les 3 vainqueurs de ce matin qui se sont imposés de nouveau ce soir. Preuve qu'ils ont fait la journée parfaite, que ce soit FC1, FC2 ou FC3 et 4. C'est un contrat rempli pour ces pilotes. Un ultime et dernier pilote pour conclure cette journée, ces choses faites. Eh bien écoute Alexandre, je te souhaite en tout cas une bonne soirée. Avant toute chose, on va continuer, on va se régaler. Allez, une dernière fois, une petite douceur avec nos équipes de la réalisation qui vont pouvoir nous montrer les highlights. Il s'en est passé des choses, on va pouvoir revoir un petit peu ça. Et puis nous, eh bien, restez jusqu'au bout, voilà, faites-vous plaisir. Regardez les belles images qui nous ont été concoctées. Et puis on va pouvoir regarder ça. Les highlights qui vont arriver probablement rapidement. On voit ces pilotes qui clignent des yeux, qui remercient les commissaires de piste sur la gauche, qui les applaudissent parce qu'ils nous ont proposé du beau spectacle. Et là, on va retourner tranquillement aux pilotes, puis au paddock pour ceux qui n'ont pas fait de podium. Ce paddock de la Ferdinand Cup qui va probablement s'animer là dans les instants à venir, lorsque les pilotes vont rentrer sous leur tente et retrouver leurs équipes. Et voilà, petite fondue. Allez, à demain.